Dans l'après-midi du 22 juillet 2011, Anders Behring Breivik, âgé de 32 ans, a quitté l'appartement de sa mère dans le quartier ouest d'Oslo, en Norvège, et est monté dans une camionnette. Il s'est rendu en voiture au quartier gouvernemental et s'est garé en uniforme de police. Il a ensuite armé la bombe à l'arrière du véhicule et est parti à pied. En un instant, le quartier gouvernemental est devenu méconnaissable. De la fumée sortait de plusieurs immeubles. Les carcasses de voitures se dressant sur les routes, tandis que des corps blessés et des débris jonchaient dans les rues. L'explosion a été catastrophique, tuant 8 personnes et en blessant 209 autres. Et pourtant, ce n'était que le début du plan horrible de Breivik, au cours duquel il allait bientôt tuer 69 personnes de plus. Les attentats de Norvège en 2011 sont impossibles à oublier, surtout pour ceux qui les ont vécus. Après l'arrestation de Breivik, les journaux ont parlé de ce terroriste d'extrême droite agissant seul, le décrivant comme un homme radicalisé par des écrivains et des influenceurs d'extrême droite anti-musulmans et ultranationalistes, un homme animé par la haine. Dans ce documentaire, nous cherchons à éclairer les origines de cet homme, ainsi que les chemins qui l'ont conduit à ôter la vie à 77 civils, alors que nous examinons le cas cauchemardesque d'Anders Behring Breivik, le terroriste néo-nazi norvégien. Anders Behring Breivik est né à Oslo, en Norvège, le 13 février 1979, mais il a déménagé à Londres avec ses parents alors qu'il était encore bébé. Son père, Jens Breivik, viendrait d'un milieu strict où la communication au sein de la famille était très limitée. Après avoir étudié l'administration des affaires et l'économie, Jens est devenu diplomate, travaillant d'abord à l'ambassade de Norvège à Londres avant de partir pour Paris. La mère de Breivik, Wenka, était infirmière et avait 33 ans au moment de sa naissance. Elle avait un enfant d'une précédente relation. Jens en avait 3. La relation du couple a été brève. Mariée, et elle est rapidement tombée enceinte après leur rencontre. La flamme s'est éteinte peu après la naissance de Breivik, menant à un divorce quand il avait 18 mois. La séparation ne se serait pas faite à l'amiable, Wenka décrivant plus tard Jens comme un diable incarné et Jens qualifiant Wenka de folle. Après la séparation, Breivik, sa demi-sœur Elisabeth et leur mère sont retournés à Oslo, emménageant dans l'appartement ministériel de Jens à Fritsnersgate. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que d'autres difficultés n'apparaissent. Selon les témoignages, Breivik avait déjà une relation difficile avec sa mère avant sa naissance. Pendant la grossesse, Wenka affirmait que Breivik était méchant et qu'il la frappait exprès avec ses pieds. Bien qu'elle ait voulu avorter, lorsqu'elle a pu se rendre à l'hôpital, il était trop tard, car elle était enceinte de plus de 3 mois et ne pouvait légalement plus avorter. Un rapport de psychologue a ensuite indiqué qu'elle pensait que Breivik était déterminé à la détruire. On rapporte qu'elle a cessé de l'allaiter tôt car il lui aspirait la vie. Wenka, selon tous les témoignages, a elle-même été victime de maltraitance pendant son enfance. Elle a quitté son domicile à 17 ans et est rapidement tombée enceinte de son premier enfant. Le SSBU, ou le Centre national de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, l'a ensuite décrite comme une femme ayant eu une enfance extrêmement difficile, souffrant d'un trouble de la personnalité borderline et d'une dépression omniprésente, même si elle n'était que partiellement visible. Lorsque Breivik n'avait que 2 ans, sa mère a contacté un service d'aide sociale pour demander de l'aide, leur expliquant qu'elle n'avait aucun réseau de soutien à Oslo, car elle venait de la région de Telemark, et qu'elle était épuisée physiquement et mentalement. Elle affirmait que son fils était un nourrisson exigeant, le décrivant comme agité et, dernièrement, de plus en plus violent, capricieux et plein de bizarreries imprévisibles. Elle a demandé à bénéficier d'un week-end de répit dans la prise en charge de Breivik. Bien que sa demande d'aide ait été acceptée quelques mois plus tard, l'arrangement a pris fin peu de temps après, Wenka ayant décrit le foyer où il avait été placé comme étant inadapté. Le couple qui s'est temporairement occupé de l'enfant de 2 ans n'a pas non plus apprécié Wenka,
notant qu'elle était difficile et que certains de ses comportements étaient étranges. Un reportage de TV2 a observé que Venka avait dit au couple que son fils n'avait vu que des filles uriner et leur avait demandé s'ils seraient autorisés à toucher les parties intimes de l'homme, car à la maison, il n'y avait personne avec qui il pouvait se comparer physiquement. Des années plus tard, des voisins dirent à Jens qu'ils entendaient honteux souvent des disputes entre les deux, et que Breivik et sa sœur étaient pas souvent seuls, car Venka travaillait en double poste ou la nuit. Venka était connu pour changer rapidement d'humeur, passant d'une colère soudaine à des pleurs pour demander pardon l'instant d'après. Le SSBU a écrit dans un rapport ultérieur qu'elle passait très rapidement d'une voix mielleuse lorsqu'elle lui parlait à l'expression ouverte d'un désir de mort. Ils ont remarqué que Breivik était souvent troublé par les messages contradictoires de sa mère, qualifiés de double communication. Il a été suggéré que ses problèmes avec son fils proviennent du fait qu'il était l'enfant de Jens, un homme qu'elle méprisait désormais. Elle a décrit le sourire de Breivik comme étant inapproprié, condescendant et méprisant, et dès 1983, elle le qualifiait d'agressif, collant et hyperactif. Elle se souvient plus tard avoir craint qu'il ne devienne violent un jour, et Geborg Breivik observant dans son livre « Une tragédie norvégienne » qu'elle le voyait comme une personne adulte et violente, et qu'elle avait peur qu'il agresse des gens. Un psychiatre relèvera plus tard que Breivik subissait les projections de sa mère, liées à des peurs paranoïaques, agressives et sexuelles envers les hommes. Et qu'elle projette sur lui ses propres fantasmes primitifs, agressifs et sexuels, toutes les qualités chez les hommes qu'elle considère comme dangereuses et agressives. La famille avait été restée en contact avec les services sociaux pendant les 2 années suivantes, et en 1983 a emménagé dans un appartement plus grand grâce à Jens, espérant que l'espace supplémentaire éviterait à Venka de sentir que leur fils envahissait son espace. Breivik a passé son 4e anniversaire avec le SSBU, où il a été examiné avec sa mère et sa sœur et soumis à de nombreux tests. Les spécialistes ont remarqué qu'il ne savait pas jouer avec des jouets dans la salle de jeu. Il errait souvent ou restait assis passivement avec eux. Bien qu'il jouait souvent à la marchande avec les enfants du quartier, il semblait surtout intéressé par la caisse enregistreuse, jouée plutôt que par le jeu ou les interactions. Les rapports notent que Breivik manque d'imagination, d'empathie et ne ressent aucune joie avec des jouets. Les experts ont noté ses bonnes compétences linguistiques, mais des difficultés à exprimer ses sentiments. D'autres rapports ont indiqué que, contrairement à ce que sa mère disait de lui, Breivik était prudent, contrôlé, faisait peu d'histoires et était extrêmement ordonné et propre. Il ne prend pas l'initiative de contacter les autres enfants, participe mécaniquement aux activités sans joie et semble souvent triste. Il a été suggéré que Breivik, puni enfant pour avoir exprimé ses émotions, a cessé de les montrer et qu'il a développé un trouble obsessionnel compulsif car sa mère se mettait en colère lorsqu'il faisait du désordre. Breivik n'a finalement reçu aucun diagnostic formel de la part de la SSBU, si ce n'est d'être qualifié d'enfant divergent. Un psychologue a également ajouté dans son rapport qu'il était devenu un enfant anxieux et passif, qui évite le contact. Il adopte un mécanisme de défense maniaque, avec agitation et faux sourire pour détourner l'attention. Compte tenu de la relation profondément pathologique entre Anders et sa mère, il est crucial de faire un effort précoce pour prévenir une évolution gravement perturbée chez l'enfant. Pendant le séjour de la famille au SSBU, la mère de Breivik a été observée avec beaucoup d'intérêt. Le SSBU l'a décrite comme repoussant son fils puis le ramenant vers elle, et a ajouté qu'elle rejetait souvent la faute de ses problèmes sur les autres, était incapable de fixer des limites et semblait ne voir les choses qu'en noir et blanc. Un autre rapport du SSBU a noté que Venka sexualisait le jeune Breivik, le frappait et lui disait fréquemment qu'elle aurait préféré qu'il soit mort. Les allégations de sexualisation venaient notamment du fait qu'ils partageaient dans le même lit, ce qui a poussé l'USSBE à exprimer d'autres inquiétudes sur leur relation, bien que Venka ait précisé que c'était une demande de son fils. L'instabilité émotionnelle de Venka et ses actions ont conduit les experts à la qualifier de parent maltraitant sur le plan émotionnel, ce qui a amené l'USSBE à recommander que Breivik soit retiré de la garde de Venka. Il pensait que la situation ne s'améliorerait pas pour le garçon et que le retirer à sa mère serait mieux pour son bien-être mental et physique. Une autre audience a eu lieu où Jens a voulu la garde de Breivik, mais le tribunal a donné raison à Venka après le témoignage d'une employée de crèche, estimant que le garçon s'intégrait bien dans la société. Le juge a également estimé que si sa mère était une si mauvaise gardienne, alors sa fille aurait sûrement été retirée du foyer elle aussi.
Mais le SSBU n'envisageait pas de retirer Elisabeth de la garde de Wenka, bien qu'ils aient recommandé que la petite fille soit surveillée de près. De plus, le juge pensait que Wenka essayait de faire ce qui était juste, c'est pourquoi elle avait contacté le SSBU en premier lieu. Le SSBU admettra plus tard qu'une assistante sociale inexpérimentée avait pris en charge l'affaire, ce qui a conduit à leur échec à retirer Breivik du foyer. Pendant l'année suivante, l'assistante sociale rendait visite chaque mois à la famille et constatait qu'il semblait différent. Il décrivait Breivik comme agréable, détendu et immédiatement sympathique grâce à son sourire chaleureux. Lui et la sœur de Jens étaient qualifiés de bien élevés, jouant ensemble calmement, tandis que Wenka était remarquée pour sa maîtrise de ses émotions, ce qui tranchait radicalement avec la femme qu'elle avait semblé être durant le mois où le SSBU l'avait observée avec ses enfants. Breivik est finalement resté avec sa mère et aucune autre tentative de retrait n'a eu lieu. Breivik ne semblait pas avoir de problème scolaire. Un ancien camarade de classe se rappelait qu'il était intelligent et fort, ce qui lui permettait de défendre les plus petits harcelés chaque jour. Il voyait aussi son père, resté en France, et lui rendait visite, ainsi qu'à sa nouvelle épouse, régulièrement jusqu'à leur séparation à ses 12 ans. L'écrivain Ege Borsgrevik a noté cela. À partir de ce moment, la relation de Breivik avec son père a commencé à vaciller. Bien qu'ils aient perdu contact et que Breivik en tienne Jens pour responsable, il a quand même défendu son père. Dans ses écrits ultérieurs, il note « Le problème c'est qu'il n'est tout simplement pas très doué avec les gens ». Plus tard, la belle-mère de Breivik se rappellera son mépris pour le système éducatif. Adulte, il a écrit que son souvenir d'école primaire le plus marquant était d'avoir dû suivre des cours obligatoires de tricot et couture, écrivant « Ces cours ont d'abord été mis en place dans divers pays d'Europe occidentale à la suite de la révolution marxiste. » Et il a ajouté qu'ils avaient été mis en place dans le but de contribuer délibérément à féminiser les garçons européens dans leur quête insensée de tenter de créer l'utopie marxiste consistant en une véritable égalité entre les sexes. Je redoutais ces cours car cela me semblait contre nature et totalement inutile. Adolescent, Breivik était perçu comme rebelle, peignant des graffitis comme passe-temps et s'impliquant dans la communauté hip-hop de la ville. Il a été arrêté plusieurs fois pour ses graffitis et condamné 2 fois à une amende. À ce moment-là, en 1995, à l'âge de 15 ans, Jens aurait coupé les ponts avec Breivik et cessé tout contact avec lui. Jens, cependant, voyait les choses différemment de son fils, déclarant « J'ai toujours été prêt à voir Anders ». Breivik a aussi commencé la musculation à cette période, s'entraînant chaque matin à 6 heures avant l'école et a commencé à prendre des stéroïdes. En passant de l'adolescence à l'âge adulte, il est devenu très préoccupé par son apparence et a continué à utiliser des stéroïdes à l'âge adulte. Un ami d'enfance de Breivik se rappelle l'avoir croisé dans le bus et avoir remarqué qu'il avait manifestement subi une chirurgie esthétique. Des rapports suggèrent qu'il est parti à l'étranger pour se faire refaire le front, le menton et le nez. Dans son manifeste, Breivik a évoqué sa vie d'adulte, mais a menti et rejeté la faute sur d'autres pour certains de ses problèmes. Il a prétendu ne pas avoir rejoint l'armée après le lycée pour s'occuper de sa mère malade, mais cela s'est révélé faux ensuite. Breivik n'a pas été appelé sous les drapeaux car jugé inapte lors d'une évaluation obligatoire. Il a précisé ne pas avoir étudié à l'université car il refusait de travailler dans une Norvège politiquement correcte et détestait la banalité du quotidien des gens. Il a ajouté qu'il avait peu ou pas d'amis parce qu'il n'était pas intéressé à nouer des relations. Des rapports indiquent que Breivik était taquiné par ses nouveaux amis et camarades de classe pour son manque d'expérience avec le sexe opposé. Contacté par des journalistes, beaucoup de ses anciens compagnons ne se souvenaient pas qu'il ait eu une petite amie, malgré les affirmations de Breivik selon lesquelles cela compliquerait ses plans, et que des femmes l'avaient approché plusieurs fois. Un ami d'enfance a dit « Il parlait souvent des femmes, mais nous n'en avons jamais vu. À ma connaissance, il n'a jamais eu de petite amie. » Au début de la vingtaine, Breivik a travaillé dans le service clientèle, où il était jugé sympathique avec tout le monde et un excellent collègue. Planification des attentats de Norvège de 2011. Selon Breivik, la planification des attentats de Norvège de 2011 a commencé en 2002, alors qu'il avait 23 ans. Pour financer l'événement, il a lancé sa société de programmation informatique tout en gardant son poste en service client. Il a déclaré avoir embauché plusieurs employés, possédé des comptes bancaires offshore et gagné son premier million à 24 ans.
Il aurait perdu de l'argent en bourse menant au dépôt de bilan, mais il lui restait assez pour poursuivre la planification de l'opération d'assaut. En 2008, il est ensuite retourné vivre chez sa mère pour économiser de l'argent. Un rapport psychiatrique réalisé sur Breivik quelques jours après l'attaque a conclu qu'en 2006, lorsqu'il est retourné vivre chez sa mère, c'est à ce moment-là que sa santé mentale a commencé à se détériorer. Il est devenu renfermé, silencieux, isolé et sortait très peu de la maison. Sa mère a aussi remarqué son changement à cette période. Elle se rappelait qu'il passait beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo et à rester seul dans sa chambre, presque comme un adolescent. Il a aussi tenté d'aborder la politique avec sa mère. En 2010, Breivik a passé 6 jours à Prague, en République tchèque, en essayant de trouver et d'acheter des armes. Après quelques recherches, il a noté que Prague est sans doute le principal point de transit des drogues et armes illicites en Europe. Avant de partir, il a évidé les sièges arrière de sa voiture pour y loger les armes qu'il achèterait. Il souhaitait acheter un fusil d'assaut, un pistolet Glock, des grenades à main et un lance-roquettes. Mais malgré ses tentatives, il n'a pas réussi à se procurer d'armes à feu et a affirmé que la ville était loin d'être idéale pour acheter des armes. Après être rentré chez lui, il a légalement acheté un fusil semi-automatique et un pistolet Glock. Notamment, l'achat du pistolet s'est avéré difficile, car il devait prouver sa présence régulière dans un club de tir sportif. Il a suivi 15 séances d'entraînement au club de tir au pistolet d'Oslo entre novembre 2010 et janvier 2011, ce qui lui a permis d'acheter l'arme de poing qu'il désirait. L'étape suivante pour Breivik était d'obtenir les matériaux nécessaires à la fabrication d'une bombe. Il a créé une entreprise de culture de légumes et, seulement 2 mois avant les attaques, il a acheté 6 tonnes d'engrais, 3 tonnes de nitrate d'ammonium et 3 tonnes de nitrate d'ammonium calcique. Il a aussi acheté illégalement 300 G de nitrate de sodium dans une boutique polonaise, ce qui a entraîné son placement sur une liste de surveillance des services de renseignement norvégiens. Les services de renseignement norvégiens n'ont pas donné suite, jugeant l'information non pertinente. En mai 2011, lors de ses achats, il avait quitté la maison de sa mère pour vivre dans une ferme. Ses achats s'étaient stockés dans une grange sur la propriété. À 15h25 l'après-midi du 22 juillet 2011, une bombe a explosé à l'intérieur d'un Volkswagen Crafter blanc garé dans le quartier gouvernemental d'Oslo. Les caméras ont ensuite montré que la voiture a été vue à 15h13 devant le bloc H, feu de détresse allumé. Le véhicule est resté stationné pendant encore 1 minute et 54 secondes avant d'être conduit sur les 200 derniers mètres et garé devant l'entrée du bâtiment principal du gouvernement. Le conducteur vêtu d'un uniforme de police est sorti du véhicule et est resté debout environ 7 secondes avant de quitter les lieux. On a découvert plus tard que Breivik avait un autre véhicule à proximité, utilisé pour partir rapidement. Il n'a pas pu être identifié sur les images de surveillance, car il portait un casque de police à visière. L'explosion de la bombe dans le véhicule a été horrible. L'onde de choc a soufflé les fenêtres à tous les étages des bâtiments voisins et des incendies se sont déclarés dans plusieurs d'entre eux, y compris le bloc H et le R4. Des débris et du verre couvraient les rues, une fumée blanche sortait du ministère du pétrole et de l'énergie en feu. L'explosion a été perçue à au moins 7 km/h. Les bureaux du journal Verdangang ont été touchés, un chroniqueur racontant « Nous avons entendu le verre se briser avant l'explosion. Tout a volé en éclats autour de nous. Nous avons alors entendu une forte explosion. J'ai tout de suite compris que c'était une bombe, pensant qu'elle était dans notre bâtiment. Plus tard, dans la rue, nous avons vu que cela s'était produit un pâté de maison plus loin. L'explosion a fait 8 morts et 209 blessés. La police a reçu la première alerte concernant l'explosion à 15h26. 8 minutes plus tard, un témoin a contacté les forces de l'ordre et les a informés qu'il avait vu une personne en uniforme de police, armée d'un pistolet, entrer dans une Fiat Doblo. NRK a rapporté que les informations fournies par le témoin, y compris la description de l'homme et le numéro d'immatriculation de sa voiture, ont été notées par un employé vigilant qui savait que ces informations étaient importantes. Elle a ensuite laissé les informations écrites sur le bureau du responsable des opérations, mais il a fallu 20 minutes au responsable pour remarquer les informations et rappeler le témoin. Une enquête officielle sur la réaction policière à l'attaque a conclu à un échec crucial des forces de l'ordre. Le directeur de la police a reconnu que Breivik aurait pu être arrêté plus tôt si la communication entre agences avait été meilleure.
1 heure et demie après l'explosion, Breivik, déguisé en policier avec une fausse carte de police, a pris le ferry pour l'île d'Utøya où se tenait le camp annuel de jeunesse du Parti travailliste norvégien. Le camp était organisé par la Ligue de la jeunesse ouvrière du parti. Environ 600 adolescents participèrent au camp. À son arrivée, Breivik s'est présenté comme un officier du département de police d'Oslo, venu vérifier la sécurité des participants après l'explosion. Cependant, le responsable du camp a trouvé Breivik suspect et a contacté l'agent de sécurité de l'île. Mais avant que les deux ne puissent en faire quoi que ce soit, ils ont été abattus. L'homme de 32 ans a alors rassemblé les participants autour de lui avant de sortir des armes d'un sac et de tirer au hasard. Il a d'abord tiré sur les personnes présentes sur l'île, puis sur celles qui essayaient de fuir à la nage à travers le lac. Le correspondant étranger de NRK a déclaré « J'ai parlé à des témoins ayant vu des jeunes tenter de se cacher près de l'eau. Le tireur s'est alors approché d'eux et leur a tiré dessus à bout portant, avec un pistolet mitrailleur, alors qu'ils étaient allongés au bord de l'eau. » Pendant ce temps, une survivante de 15 ans s'est souvenue avoir entendu les coups de feu, mais lorsqu'elle a regardé, elle a vu quelqu'un qui semblait être un policier et elle a ressenti un sentiment de sécurité. Quelques instants plus tard, cependant, elle a réalisé que l'homme vêtu de l'uniforme était celui qui appuyait sur la gâchette. Elle a raconté à NPR « J'ai vu beaucoup de morts. Il a d'abord tiré sur les gens sur l'île, ensuite il a commencé à tirer sur les gens dans l'eau. À un moment, elle s'est cachée derrière un rocher sur lequel se tenait Breivik. J'entendais sa respiration depuis le sommet. » Une autre survivante, Dana Basingini, âgée de 21 ans, a remarqué que plusieurs personnes blessées par Breivik faisaient semblant d'être mortes lorsqu'elles étaient touchées, espérant qu'il ne leur prêterait plus attention. Malheureusement, Breivik s'approchait ensuite des blessés et leur tirait à nouveau dessus pour s'assurer qu'ils étaient morts. Les rapports indiquent que Breivik a épargné au moins 2 personnes, un garçon de 11 ans ayant perdu son père lors de l'attaque et qui a dit à Breivik qu'il était trop jeune pour mourir, et un homme de 22 ans ayant supplié pour sa vie. Les survivants ont décrit des scènes déchirantes où ils voyaient que leurs amis mourir et se cachaient parmi les buissons, les rochers et dans des grottes en attendant la fin du massacre, tout en écoutant le forcené. C'était Breivik qui criait « Vous allez mourir aujourd'hui, marxistes, libéraux, membres de l'élite ». La plus jeune victime avait 14 ans, tandis que la dernière victime en avait 16. Le massacre brutal de 69 personnes a finalement pris fin après 1 heure et demie, à 18h25, quand une unité tactique de police est arrivée sur l'île. Le chef de la police a reconnu que les autorités avaient eu du mal à rejoindre l'île, faute de moyens de transport, jusqu'à l'arrivée de l'unité tactique. Quand des policiers armés l'ont sommé de se rendre sous peine d'être abattus, Breivik a déposé ses armes et s'est rendu. Parmi les 517 personnes qui ont survécu à l'attaque, 66 ont été blessées. Des responsables de la police ont indiqué que Breivik utilisait des balles dom-dom, décrites par le New York Times comme des projectiles expansifs conçus pour infliger des blessures aussi mortelles que possible à des victimes non armées. Après son arrestation, Breivik a été détenu sur l'île et interrogé toute la nuit. Il a ensuite été placé en détention à Oslo. Breivik, selon tous les témoignages, était un auteur loquace, admettant librement ses crimes et discutant des idéologies et des positions politiques avec les officiers qui l'interrogeaient. Il a révélé qu'il avait voulu cibler l'ancienne première ministre Gro Harlem Brundtland, qui a été la dirigeante du Parti travailliste entre 1981 et 1992 et qui avait assisté plus tôt dans la journée au camp de jeunes pour prononcer un discours. Cependant, des retards de train l'ont empêché de réaliser son plan initial. Bien qu'il ait admis avoir déclenché la bombe et perpétré le massacre sur l'île, Breivik a refusé d'assumer la responsabilité morale, qualifiant ses actes d'atroces mais nécessaires, et affirmant qu'il avait attaqué pour sauver le pays et l'Europe occidentale d'une prise de contrôle musulmane. Son avocat a ajouté qu'il voulait un changement dans la société et que, de son point de vue, il devait imposer une révolution. Il voulait attaquer la société et sa structure. Breivik estimait que le Parti travailliste avait contribué au prétendu déclin moral de la Norvège et devait payer pour avoir, selon lui, trahi le pays. Pendant sa détention, Breivik s'est également qualifié de plus grand monstre depuis Quisling, en référence à Vidkun Quisling, un officier militaire norvégien et collaborateur nazi qui dirigeait le gouvernement norvégien pendant l'occupation du pays par l'Allemagne nazie. Breivik a été accusé de 2 actes de terrorisme. De nombreux débats ont entouré la santé mentale de Breivik lors de son arrestation et après.
Plusieurs psychiatres légistes nommés par le tribunal, qui ont été les premiers professionnels à le voir après les meurtres, ont diagnostiqué chez lui une schizophrénie paranoïde et ont affirmé que l'homme de 32 ans traversait un épisode psychotique au moment des attaques du 22 juillet. Ils ont noté son insensibilité émotionnelle, son manque d'empathie, ses comportements compulsifs et ses pensées grandioses et délirantes. Le rapport disait que Breivik se voyait comme le chevalier le plus parfait d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et se décrivait comme un guerrier d'une guerre civile de faible intensité. Le psychiatre a conclu qu'il était suicidaire et homicide et a estimé qu'il était pénalement irresponsable. Cela a suscité une vive indignation nationale car Breivik risquait l'internement en hôpital psychiatrique plutôt qu'une peine de prison. Les familles des victimes et les survivants ont réclamé justice, tandis que des experts débattaient de la fiabilité du rapport pour refléter l'état d'esprit de Breivik lors des meurtres. Le personnel médical de la prison où il était détenu ne croyait pas que Breivik était pénalement irresponsable ou schizophrène, suggérant plutôt qu'il souffrait d'un ou plusieurs troubles de la personnalité. En janvier 2012, un nouveau groupe de psychiatres a été constitué pour observer Breivik et déterminer une fois pour toutes son état mental. 3 mois plus tard, en avril, le nouveau groupe a conclu qu'il n'était pas psychotique lors des attaques ni lors de sa nouvelle évaluation. Ils lui ont cependant diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale ainsi qu'un trouble de la personnalité narcissique. Breivik lui-même a noté qu'il était déçu lorsqu'il a été initialement qualifié de pénalement irresponsable, écrivant à plusieurs journaux norvégiens « Je dois admettre que c'est la pire chose qui aurait pu m'arriver, car c'est l'humiliation ultime ». Envoyer un militant politique dans un hôpital psychiatrique est plus sadique et maléfique que de le tuer. C'est un sort pire que la mort. En juin 2012, le psychiatre norvégien Ulrik Fredrik Molt a témoigné devant le tribunal qu'il pensait qu'il était très peu probable que Breivik souffre de schizophrénie. Il pensait souffrir du syndrome d'Asperger, du syndrome de Tourette, d'un trouble de la personnalité narcissique et peut-être d'une psychose paranoïaque. Il a mentionné comme symptôme le comportement étrange de l'homme de 32 ans durant son enfance, son étude obsessionnelle des armes à feu et des bombes, sa façon de parler et sa fascination pour les chiffres. « 90 minutes avant l'explosion de la bombe à Oslo, le 22 juillet, Breivik a envoyé par email un manifeste de 1518 pages intitulé « 2083 », une déclaration d'indépendance européenne, à 1003 adresses e-mail. Il se compose principalement d'écrits d'autres personnes, souvent d'auteurs et influenceurs d'extrême droite. Dans l'introduction, Breivik affirmait que le politiquement correct était un grand problème, ayant beaucoup contribué à la prétendue décadence de la société. Il évoquait souvent ce politiquement correct, le qualifiant de marxisme culturel. Dans son manifeste, Breivik exprimait son aversion pour la direction que prenait le pays, souhaitant préserver une Europe chrétienne et blâmant la corruption morale de l'Occident sur les gauchistes et le féminisme. Décrit comme un néo-nazi d'extrême droite, le manifeste de Breivik détaillait son soutien à de nombreux mouvements et concepts, notamment la xénophobie, le conservatisme culturel, l'ultranationalisme, l'islamophobie, l'antiféminisme et le sionisme d'extrême droite. Il exprimait une forte haine envers les musulmans et l'islam et souhaitait clairement préserver un patriarcat puissant. Breivik montrait clairement son dégoût envers les femmes dans sa vie. Il n'aimait pas leurs traits féminins, comme le fait d'être vulnérable et de parler de ses sentiments. Il condamnait leur vie amoureuse et sexuelle et décrivait les femmes en général comme émotionnelles, instables, volages et nullement égales aux hommes. Il a qualifié le nouveau mari de sa mère de bête sexuelle primitive et a dit que sa mère et sa sœur m'ont couvert de honte, mais qu'elles se sont aussi couvertes de honte ainsi que notre famille, déjà brisée par les effets de la révolution sexuelle féministe. En parlant de son éducation, il a ajouté « Je n'approuve pas l'éducation superlibérale et matriarcale, car elle manquait totalement de discipline et a contribué à me féminiser dans une certaine mesure. » De nombreuses parties du manifeste de Breivik peuvent être attribuées au blogueur d'extrême droite Peder Jensen, souvent connu sous le pseudonyme de Fjordman, qui estime que le multiculturalisme, y compris l'immigration massive de musulmans, constitue une menace pour le monde occidental. Dans un livre autopublié, Jensen a écrit « L'islam et tous ceux qui le pratiquent doivent être totalement et physiquement exclus du monde occidental. »
Jensen a été cité 111 fois dans l'ensemble du manifeste, bien qu'il ait condamné Breivik après les attaques du 22 juillet. Breivik a appelé les hindous à expulser les musulmans d'Inde et a loué les groupes nationalistes hindous, disant avoir tenté de les contacter plusieurs fois. Il a également exigé que tous les musulmans soient expulsés d'Europe occidentale d'ici 2083. Il a déclaré vouloir que les politiques européennes sur le multiculturalisme s'alignent sur celles du Japon et de la Corée du Sud, estimant qu'elles reflètent le meilleur du conservatisme culturel et du nationalisme. Des analystes ont révélé que l'homme de 32 ans était un lecteur discret et parfois commentateur sur des forums et des blogs, y compris le site Gates of Vienna, qui présente des écrits anti-musulmans de personnes comme Peder Jensen, et il publiait aussi sur plusieurs autres sites d'extrême droite. Après son arrestation, il a été noté que Breivik a été pendant un certain temps membre du Parti du Progrès norvégien, considéré comme le parti politique le plus à droite représenté au Parlement. Des universitaires l'ont décrit comme étant d'extrême droite, et il est connu pour attirer des personnes qui s'identifient comme des conservateurs nationaux. Breivik aurait quitté le Parti du Progrès quand ses opinions se sont radicalisées. Plus loin dans le manifeste, Breivik a prédit comment il serait représenté dans les médias traditionnels, déclarant « Cependant, puisque je représente leur pire cauchemar, des exécutions systématiques et organisées de traîtres multiculturalistes, ils déploieront probablement toute leur propagande contre moi. » Déformer, reformuler et propager les accusations suivantes: pédophile, impliqué dans des activités incestueuses, homosexuel, psychopathe, TDAH, voleur, non éduqué, dégénéré, maniaque, fou, monstre, etc. On dira que je suis le plus grand monstre nazi depuis la Seconde Guerre mondiale. Breivik a aussi publié une vidéo sur YouTube après avoir envoyé son manifeste avant l'attentat. Dans ce tirade de 12 minutes, l'homme de 32 ans appelait les conservateurs à embrasser le martyr. Il montrait des images de lui braquant ses armes et expliquait ses plans d'attaque. Il précisait qu'il serait habillé en policier et ajoutait que ce serait génial car les gens seraient stupéfaits. Le 24 août 2012, Breivik a été jugé sain d'esprit et condamné à la prison à vie. Bien que la prison à vie dans le système judiciaire norvégien ne soit que de 21 ans, une loi de 2002 stipule que si le prisonnier est toujours considéré comme dangereux après cette période, sa peine peut être prolongée de 5 ans à la fois. C'est le cas pour Breivik. Karl Nordstad, dans un article pour The New Yorker, a écrit cela. L'un des moments les plus marquants du procès de Breivik fut lorsqu'il a évoqué la façon dont il avait aligné plusieurs de ses victimes du camp de jeunes contre le mur. Il a trouvé étrange qu'aucun n'ait essayé de bouger ou fuir. Il a dit que c'était différent de ce qu'on voit dans un film ou une série. Karl a écrit « Ces victimes restent encore pour lui des images. Il sait ce qu'il a fait, mais il n'a aucune conception de la dévastation qu'un individu peut ressentir pour un autre, et Breivik ne possède plus ce soi. Il est mort. » Plusieurs journalistes qui ont couvert cette histoire au fil des années expriment des sentiments similaires. Breivik, sans remords, sans empathie et incapable de voir ses victimes comme de vrais hommes et personnes, est un psychopathe. Son père Jens vivait encore en France au moment des attaques de 2011. Il a déclaré aux médias qu'il était sous le choc, ajoutant « Je n'ai pas l'impression d'être son père ». Comment a-t-il pu simplement rester là et tuer autant de personnes innocentes, tout en semblant penser que ce qu'il a fait était acceptable? Il aurait dû mettre fin à ses jours aussi. C'est ce qu'il aurait dû faire. Dans son manifeste, Breivik a mentionné son absence de relation avec son père, notant « Je n'ai pas parlé à mon père depuis qu'il s'est isolé quand j'avais 15 ans. Il n'était pas très content de ma période graffiti de 13 à 16 ans. Il a 4 enfants, mais a coupé tout contact avec eux. Je pense que c'est Claire qui est en faute. J'ai tenté de le contacter il y a 5 ans, mais il a dit qu'il n'était pas mentalement prêt à renouer. » Pendant ce temps, la mère de Breivik lui a rendu visite 5 fois en prison avant de décéder en 2013. Breivik est incarcéré à la prison de Ringerike, au sud de la ville de Tvedestrand. Il passe son temps à l'isolement, ne parlant qu'avec le personnel médical et les gardiens de prison. En 2020, il a eu une interaction avec un autre détenu pour la première fois, en présence d'au moins 7 gardiens de prison. Ils ont discuté et joué aux cartes, mais le détenu a refusé d'autres interactions avec Breivik. Quelques années après sa condamnation, Breivik s'est inscrit à un programme de licence en sciences politiques à l'université d'Oslo. Il a réussi 2 cours avant d'abandonner en 2015, attribuant sa décision aux mauvaises conditions de détention.
En 2017, il a changé son nom pour Fjoltolf Hansen. En novembre 2012, Breivik a rédigé une lettre de plainte de 27 pages aux autorités pénitentiaires, décrivant son mécontentement face aux restrictions de sécurité auxquelles il était soumis, et exigeant qu'on lui permette une communication plus facile avec le monde extérieur, ainsi qu'une PlayStation 3 pour remplacer la PlayStation 2 actuelle, car elle proposait des jeux plus adaptés. En 2014, il aurait exigé d'avoir accès à un canapé et à une salle de sport plus grande, menaçant de se laisser mourir de faim si ses souhaits n'étaient pas exaucés. Il se plaignait surtout du manque de variété des jeux vidéo disponibles, affirmant que d'autres détenus ont accès à des jeux pour adultes alors qu'il n'a droit qu'à des jeux pour enfants moins attrayants. Un exemple est Rayman Revolution, un jeu destiné aux enfants de 3 ans. En 2016, Anders Behring Breivik s'est plaint à nouveau, cette fois en poursuivant le gouvernement norvégien en justice au sujet des conditions de détention, affirmant que l'isolement cellulaire constituait une violation de ses droits humains et qu'il était fréquemment soumis à des traitements dégradants, notamment des fouilles à nu et des inspections nocturnes de sa cellule. Lors du procès civil, les menottes d'Anders Behring Breivik ont été retirées et il a aussitôt fait un salut nazi. Initialement, le juge a estimé que les conditions de détention violaient l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et que le gouvernement devait payer les frais de procès d'Anders Behring Breivik. Un appel en 2017 a abouti au rejet de l'affaire. En janvier 2024, Anders Behring Breivik a de nouveau intenté une action civile contre le gouvernement norvégien au motif qu'il était maintenu dans un isolement social permanent. Il a déclaré que l'isolement nuisait à sa santé mentale. « Je ne pense pas survivre longtemps sans relations humaines significatives. Je reste une personne et il y a une limite à ce que l'on peut supporter. Chaque jour est un cauchemar, je pense au suicide tous les jours. » Il a ajouté plus tard « Désolé pour mes actes, je suis prêt à quitter la politique. » Les critiques ont qualifié l'effondrement émotionnel de Breivik de larmes de crocodile, tandis que les membres des familles des personnes traumatisées, blessées ou tuées lors de l'attaque de 2011 ont souligné « Nous en avons assez que cela soit sans cesse remis sur le tapis. » Cela nous épuise et déchire quelque chose en nous. Le procès s'est terminé le 12 janvier et le 15 février 2024, il a été déterminé que les droits de l'homme de Breivik n'étaient pas violés. Il continuera d'être maintenu à l'isolement. Nos pensées vont aux victimes de cette terrible attaque.